le nouveau PDG, qui n'avait jamais rencontré nos partenaires, est entré dans la salle de réunion, m'a serré la main et m'a dit que je n'étais plus en phase avec l'orientation de l'entreprise. Ce qu'il ne réalisait pas, c'est que j'étais la direction. J'avais noué les partenariats. Je connaissais les clients, leurs particularités, leurs points faibles, le moteur même de l'entreprise. Et je n'ai rien dit. Ni combat, ni supplication. Je suis simplement parti et j'ai choisi un autre champ de bataille. Si vous avez déjà été sous-estimé ou discrètement mis à l'écart, abonnez-vous et partagez votre histoire dans les commentaires ci-dessous. Ils m'ont convoqué comme si c'était une simple synchronisation trimestrielle. Pas de tension dans l'air, aucun signe avant-coureur, juste une salle de conférence stérile, des murs en verre, de l'air recyclé et 4 personnes sans importance assises sur des chaises qui avaient autrefois une signification. Le nouveau PDG, Brandon Hay, était assis en face de moi, souriant comme s'il s'apprêtait à me proposer une promotion. Mais je déchiffrais les gens mieux qu'il ne savait parler. Ses chaussures étaient trop cirées, ses mains trop immobiles, et le dossier devant lui était fermé, pas ouvert. C'est ainsi que j'ai compris qu'il ne s'agissait pas de données ou de performance. C'était de l'exécution, un emballage cadeau digne des bonnes manières d'une entreprise. Ava, dit-il d'une voix douce comme s'il s'y était entraîné au volant, nous avons décidé de changer de direction. Il marqua une pause, comme si j'allais protester. Je ne le fis pas. Je laissai les mots couler. Je jetai un coup d'œil aux autres. L'une d'elles refusait de me regarder dans les yeux. Une autre serra les dents, comme si elle me faisait une faveur. La dernière clignait des yeux, comme un économiseur d'écran. Aucune d'elles ne comprenait ce qu'elle jetait. J'étais la seule personne dans ce bâtiment capable d'entrer dans une salle pleine de clients difficiles et d'en ressortir avec des contrats signés et une fidélité qui ne s'achète pas avec des avantages. Mais personne ne m'a posé de questions, et je n'allais pas les éduquer. Brandon a fait glisser un dossier sur la table, indemnité de départ, jargon juridique, liste de tâches préparées par les RH. Un paragraphe expliquait que j'avais contribué à la croissance de l'entreprise, suivi de 6 pages expliquant pourquoi j'étais désormais licencié. Je l'ai pris, soupesé, plié en 2 et glissé dans mon sac. Merci pour cette opportunité, dis-je, car j'avais été dressé à rester poli même enseignant. Pas d'émotion, pas de panique, pas de marchandage, juste un silence enveloppé dans un foulard de soie. Brandon avait l'air perplexe, comme s'il s'attendait à une scène. Les gens comme lui le font toujours, mais je n'étais pas là pour faire la comédie. Je me suis levé, j'ai ajusté mon blazer et je suis sorti de la pièce sans un bruit. Le couloir était plus long que dans mes souvenirs, vide comme si le bâtiment savait que quelque chose se terminait. Je ne me suis pas arrêté à mon bureau. Je n'ai pas ramassé les photos, les récompenses, ni les années que j'avais données à ceux qui me croyaient remplaçables. J'ai simplement continué à marcher. Et le silence m'a suivi jusqu'au parking comme une ombre. Je ne suis pas revenu en arrière. Ni pour me venger, ni pour obtenir des réponses, ni pour tourner la page. J'ai pris une autre direction. Ils ne m'ont jamais vu. Pas vraiment. Pas quand j'ai dirigé la restructuration qui a sauvé notre division Pacifique. Pas quand j'ai renégocié des contrats fournisseurs qui ont réduit nos coûts annuels de 18%. Pas quand j'ai traversé le pays avec un préavis de 2 heures pour sauver un contrat que quelqu'un d'autre avait failli détruire. Ils en ont vu les résultats dans leur rapport trimestriel, mais ils n'ont jamais vu les artisans de ces projets. Cela m'a toujours convenu. La visibilité n'était pas ma devise. L'influence, elle, l'était, et j'en avais plus qu'on ne le pensait. Ce qu'ils ne voyaient pas, c'est que j'étais le seul en qui nos partenaires historiques avaient réellement confiance. Je savais quel directeur financier avait un nouveau-né et ne voulait pas passer d'appel vidéo après 17 heures, quel vice-président détestait les mots à la mode, quel directeur de compte augmentait discrètement les prix si nous ne vérifions pas proactivement les postes. Ce n'étaient pas des notes dans un CRM, mais de la mémoire, de l'expérience et de l'instinct, le genre de savoir institutionnel impossible à transférer dans le cloud. Brandon Hay n'a rien demandé. Il est arrivé comme un homme armé d'un marteau cherchant des clous, et je ne correspondais tout simplement pas à sa vision. Il voulait une croissance rapide, pas une base stable. Il voulait des gros titres, pas des relations. Il voulait des gens qui disent « Oui, monsieur », avec 2 écrans et un raccourci Slack. Il s'est débarrassé de la seule personne qui avait été présente lors de toutes les négociations de contrats importants depuis notre 2e levée de fonds. L'ironie du sort, je l'aurais aidé à gagner s'il me l'avait demandé, mais il ne l'a pas fait. Et je n'avais aucune intention d'attendre qu'il s'en rende compte. Après mon départ,
Il m'a fallu exactement 3 jours pour être en colère. Pas ouvertement, juste des soirées tranquilles où je m'asseyais sur ma véranda avec un café et me rappelais chaque instant où j'avais porté le poids de quelqu'un d'autre et lui avais laissé le mérite. Puis, le 4e matin, j'ai répondu à un message que j'avais laissé sans réponse depuis 6 semaines. Il provenait d'une start-up pour laquelle j'avais été consultante ou une petite entreprise intelligente, avec une équipe légère et sans superflu. Il cherchait à résoudre un véritable problème de visibilité de la chaîne d'approvisionnement, et il le faisait de la bonne manière, en écoutant. Il ne voulait pas de CV. Il voulait connaître ma façon de penser. Je me suis envolé pour Seattle ce week-end-là. Le fondateur m'a retrouvé dans un café. Pas de costume, pas d'ego, juste on essaie de se développer, et on ne veut pas faire les choses bêtement. Pouvez-vous nous aider? C'était tout. Pas de pitch deck, pas de bêtises, juste une entente discrète. Je leur ai dit que ce n'étaient pas les titres qui m'intéressaient. Ce qui m'intéressait, c'était l'impact. Nous avons discuté pendant 3 heures. À la fin de la semaine, j'étais à leur service, non pas comme vice-président, ni comme figure de proue, mais comme celui qui construisait de toutes pièces l'architecture de leur modèle de partenariat. Je n'ai parlé à personne de mon ancien emploi. Je n'ai pas mis à jour LinkedIn. Je n'ai pas fait de bruit, car ce qu'ils n'ont pas vu en me licenciant, c'est que je ne reconstruis pas. J'ai tout reprogrammé depuis un endroit où ils n'auront jamais l'idée de regarder. Nous n'avons pas cherché à faire du bruit, ça n'a jamais été prévu. Pendant que l'ancienne entreprise inondait les réseaux sociaux de messages sur la culture de la force et de communiqués de presse auto-congratulants, j'étais de l'autre côté de la rivière, dans un entrepôt en briques qui sentait l'ambition, contribuant à construire quelque chose qui pouvait réellement tenir. Ils avaient 10 employés et un problème, les clients ne restaient pas. Le taux de désabonnement était faible, mais brutal. Je suis entré, j'ai écouté pendant 2 semaines et j'ai découvert la faille que personne d'autre ne recherchait, la confiance. Pas les défauts des produits, ni les prix, mais la confiance. Personne n'avait établi de lien entre les opérations et le langage du client. J'ai donc agi de l'intérieur. J'ai réécrit les scripts d'intégration, modifié le rythme des suivis, créé un tableau de bord en temps réel pour les points faibles des partenaires et, surtout, appelé personnellement chaque client de premier plan, non pas pour leur présenter un argumentaire, mais pour leur poser des questions. En 1 mois, la fidélisation s'est stabilisée. En 2 mois, nous avons eu des recommandations récurrentes. Pas d'incitation, juste des résultats. Et chaque action que j'ai entreprise, chaque processus que j'ai façonné, je l'ai fait avec un objectif discret, faire de nous la réponse à toutes les plaintes que j'entendais de l'autre côté de la table. Mon ancienne entreprise était devenue pléthorique, trop fière pour écouter. Nous avancions avec souplesse, réflexion et rapidité. Ils pensaient que les petits acteurs ne méritaient pas d'être remarqués, c'est ce qui nous rendait dangereux. L'un des premiers clients que nous avons contactés était une entreprise de logistique qui dépendait auparavant de moi. Ils n'ont même pas réalisé que j'étais à l'origine de cette nouvelle proposition. Ils ont simplement apprécié que quelqu'un comprenne enfin leurs préoccupations sans les traiter comme une simple facture. Je connaissais leurs points faibles, car c'était moi qui les corrigeais par le passé. Mais maintenant, j'avais la liberté de les résoudre à la source. Je n'ai pas débauché. Je n'en avais pas besoin. La réputation se répand d'elle-même lorsque votre produit est plus convaincant que votre marketing. Chaque nouveau contrat n'était pas seulement synonyme de croissance. C'était une pression exercée sur une vieille structure qui me tenait pour acquis. Et plus nous réussissions, plus je remarquais un changement dans le secteur. Les gens commençaient à chuchoter sur l'ascension silencieuse de l'entreprise de l'autre côté de la rivière. Je ne les ai jamais corrigés. Je n'en ai jamais revendiqué le mérite, car le véritable pouvoir ne réside pas dans la visibilité. Il réside dans l'inévitable. Et plus notre porte s'ouvrait, plus la leur se refermait. J'ai mené le drame, non pas par le feu, mais par une érosion lente et silencieuse, celle qu'on ne remarque que lorsqu'il est déjà trop tard. Il mesurait toujours la valeur par le bruit, des indicateurs de vanité, des projections exagérées, des applaudissements lors des réunions générales. Moi, non. Mes indicateurs étaient plus précis, plus froids, vitesse de rétention, adhésion des partenaires, délai de réaction et réaction aux crises. J'ai passé des mois à concevoir discrètement un système, non seulement pour surpasser le leur, mais aussi pour anticiper les points faibles que je devais auparavant corriger de l'intérieur. Ce que j'ai construit n'était pas plus percutant, il était plus intelligent. Nous avons pris tout ce qu'ils considéraient comme peu impactant et en avons fait notre avantage tactique.
Nous avons éliminé le taux de désabonnement en concevant l'intégration autour de la psychologie de la confiance dès la première utilisation. Nous avons simplifié les processus de transfert des clients pour éliminer la latence. J'ai conçu une pile opérationnelle modulaire qui nous a permis d'évoluer sans autorisation, sans attendre de nouveaux collaborateurs ni de nouveaux cadres intermédiaires. À chaque nouvelle mise à jour pléthorique, je voyais le marché s'effondrer. Et chaque lancement était clair et net. Nos clients ont commencé à parler de nous dans leur propre réseau. Je n'ai pas qualifié cela de victoire, mais d'inévitabilité. Puis est arrivée l'offre logistique fédérale, un contrat à 7 chiffres, une durée de 4 ans et une supervision publique. Ils étaient convaincus que c'était à eux. Après tout, ils avaient l'expérience, les certifications, l'agence de relations publiques pour présenter leur argumentaire comme un évangile. Mais ce qui leur manquait ou ce dans quoi ils n'avaient jamais investi, c'était la compréhension. Ils ne comprenaient pas les problèmes d'infrastructures sous-jacents et la distribution rurale. Moi, si. Je les avais signalés il y a des années, quand j'étais encore à leur table, et on m'avait dit que c'était hors de portée, mais cette fois, j'avais une plateforme qui m'écoutait. J'ai donc élaboré un modèle pilote, les adapter aux spécifications d'approvisionnement et les intégrer à une proposition complète, avec des données de tests concrètes provenant de 2 de nos clients actuels qui avaient accepté de participer. Pas de clinquant, pas de mise en scène, juste la vérité. Lors de l'examen de l'appel d'offres, nous n'avons pas seulement satisfait aux critères. Nous avons réécrit ce qui était considéré comme une innovation évolutive. Leur argumentaire était peaufiné, répété, soutenu par des consultants qui n'avaient jamais mis les pieds sur un quai de chargement. Le mien était rudimentaire et prévoyait un calendrier prévoyant des imprévus en cas de pénurie de main-d'œuvre, de panne de courant régional et de retard d'intégration côté client. Leur PDG a présenté l'argumentaire lui-même, habillé comme s'il était candidat à une élection. Je l'ai regardé en ligne depuis un café à 2 rues de nos bureaux. Quand notre tour est venu, je n'ai pas parlé. Notre directeur technique l'a fait. Je me suis assis au fond, silencieux, anonyme. Parce qu'il ne s'agissait pas de prouver que j'avais encore de l'importance. Il s'agissait de montrer ce qui se passe quand quelqu'un qui écoute construit de A à Z. Nous avons remporté le contrat, non seulement parce que nous étions meilleurs, mais aussi parce que nous étions authentiques. Une semaine plus tard, j'ai reçu le premier texto d'un membre de mon ancien service, « Attendez, c'était vous ?» Je n'ai pas répondu. Je n'en avais pas besoin, car s'ils venaient de comprendre, ils avaient déjà perdu la partie. Ils avaient déjà commencé à se raconter une histoire avant même que nous entrions dans la salle de négociation finale. Dans leur version, c'était eux le géant. Nous, le bruit. Ils croyaient que la réputation était un bouclier, que les vieux contrats et la mémoire collective assuraient encore la fidélité. Mais la réputation ne tient pas la route lorsque les clients commencent à poser des questions auxquelles on n'a jamais pris la peine de répondre. Et l'accord sur la table n'était pas seulement important, il était retentissant. Il s'accompagnait des médias, des investisseurs et d'une surveillance accrue. Le client était un important distributeur national qui se préparait à une expansion auprès du public. Ce type de partenariat ne se contentait pas de générer des profits, il faisait la une des journaux. Le genre de partenariat qui redéfinissait les rôles dans le secteur. Je savais déjà comment ils allaient aborder le sujet, des présentations d'équipes surdimensionnées, pleines de mots à la mode, des indicateurs traditionnels peaufinés pour ressembler à de l'innovation. Je l'avais vu. J'avais déjà écrit ces présentations dans une vie antérieure. Mais cette fois, j'ai élaboré une contre-offre qui ne remettait pas seulement en question leurs chiffres, mais aussi leurs hypothèses. La nôtre était plus concise, plus précise et plus honnête. Nous avons identifié les points faibles dès le départ. Nous avons proposé des études de cas réels, et non des hypothèses. Je me suis assuré de parler directement aux équipes opérationnelles, aux personnes qui utiliseraient réellement le système, et pas seulement à la direction. Et nous n'avons pas promis la perfection. Nous avons promis une présence, une équipe de réussite client formée pour répondre dans l'heure, un support sur site dès le premier mois, une documentation transparente pour chaque API et intégration. Ils pensaient vendre de la confiance. Nous proposions le contrôle. Lorsque le client a réuni les 2 équipes pour la décision finale, l'ambiance était différente. Mon ancien cabinet s'est présenté impeccable. J'étais présent. Ils avaient apporté des titres et des descriptions de postes. J'avais apporté des plans et des résultats. Leur PDG a pris la parole en premier, confiant, rodé, et plein d'expressions comme « synergiser » et « évolutivité durable ». Il a souri tout au long de son pitch comme si la salle lui appartenait déjà.
Il ne m'a même pas accordé un regard avant la moitié du discours. Et lorsqu'il l'a finalement fait, j'ai hoché la tête une fois sans sourire, sans amertume, juste le signe de tête d'un homme qui n'avait pas vu les signaux d'alarme dans son rétroviseur. Quand notre tour est venu, j'ai laissé l'équipe diriger l'équipe. Il connaissait le système. Il l'avait construit avec moi et savait comment gérer les tensions du monde réel. Le client a posé une question pertinente sur la gestion des perturbations en direct. Son PDG a marqué une pause, puis a changé de sujet. Notre responsable a ouvert un tableau de bord en temps réel et a montré le protocole de déclenchement et de réponse d'un déploiement récent, pas une démonstration, mais des données réelles. Le silence est revenu. On sentait le changement. Mon ancienne entreprise avait toujours l'air professionnel, mais elle n'avait plus l'air préparée. Après la réunion, je suis passé devant le PDG dans le couloir. Il m'a arrêté, « Tu es avec eux maintenant ?» J'ai hoché la tête. C'était tout. Il avait l'air d'avoir été défoncé, mais la chute n'était pas encore arrivée. 2 jours plus tard, le contrat nous était attribué. Le client a publié un communiqué de presse. Les médias l'ont repris. Les discussions du secteur ont donné lieu à une réévaluation. L'action de mon ancienne entreprise a subi un coup du repas catastrophique, mais suffisamment pour que le conseil d'administration le remarque. L'après-midi même, j'ai reçu un email, puis un appel, puis un autre, parlons-en. Il y a de nouveau de la place pour toi ici. On peut arranger ça, titre, prime, vagues allusions à des erreurs. Ils m'ont proposé de retrouver mon ancienne vie, améliorée, peaufinée, comme si ce qu'ils avaient brûlé pouvait être reconstruit par un chèque. Je n'ai pas répondu. Je n'en avais pas besoin, car il ne s'agissait pas de revenir. Il s'agissait de ne plus jamais avoir besoin de la porte. L'illusion s'était déjà brisée. Je n'avais fait que lever le miroir. Les messages vocaux continuaient d'affluer, certains urgents, d'autres d'une politesse maladroite, tous tournant autour de la même vérité, ils avaient besoin de moi, maintenant, et ils l'avaient enfin compris. Le ton avait changé. Fini les consignes RH dédaigneuses ou les évaluations de performance conçues pour discréditer. Maintenant, c'était « reprenons contact. Nous avons sous-estimé votre rôle. Et le meilleur, vous avez toujours fait partie de la fondation. » Celui-là m'a fait rire brièvement, pas amèrement, juste avec l'amusement discret de quelqu'un qui n'a plus besoin de validation. Pendant qu'il s'efforçait de réparer l'hémorragie, j'étais dans un autre fuseau horaire, en train d'intégrer 2 nouveaux clients stratégiques qui m'avaient contacté directement. Ils se fichaient de mes origines. Ce qui les intéressait, c'était que j'avais des réponses. Des solutions. J'avais construit quelque chose de meilleur. Le concurrent, désormais mon partenaire, m'avait offert bien plus qu'un bureau et un titre. Il m'avait offert un espace. J'ai recruté des talents qu'il aurait négligés. J'ai lancé des programmes qui n'avaient pas à passer par 6 niveaux politiques. J'ai écouté les clients, les ingénieurs, les stagiaires. Et grâce à eux, nous avons grandi tranquillement, stratégiquement. Pas de coup de pub, juste de la précision. Le marché avait changé, et nous aussi. Eux non. Et c'est là toute la différence. Je ne me suis pas vengé par des dénonciations publiques ou des révélations bruyantes. J'ai pris ma revanche en m'épanouissant, en ne regardant jamais en arrière, en réussissant au vu et au su de ceux qui m'avaient effacé comme un simple poste de travail. Il n'y a pas eu de communiqué de presse fracassant annonçant mon arrivée chez le concurrent, ni de publication virale sur LinkedIn. J'ai rendu mon profil privé dès le lendemain de l'accord. J'ai supprimé mes anciens contacts, effacé le passé de mon CV et me suis investi pleinement dans la suite. Le silence n'était pas froid. Il était concentré. Et il résonnait plus fort que n'importe quel discours que j'aurais pu prononcer. Chaque fois que je voyais un autre message de leur part scintiller d'une fausse humilité, je n'éprouvais pas de colère. J'étais plus clair. Ils ne me contactaient pas parce qu'ils avaient changé. Ils me contactaient parce que l'histoire avait changé et que je ne faisais plus partie de la leur. C'était là la véritable victoire, non pas que je les avais écrasés, mais que je n'avais plus besoin d'eux. Plus maintenant. Plus jamais. Dans la vie comme dans les affaires, il est tentant de croire que la justice doit être bruyante. Que si quelqu'un vous fait du tort, votre réponse devrait faire la une des journaux, résonner dans les conversations de groupe ou faire s'ébahir ceux qui vous ont sous-estimé en public. Mais ce que cette histoire nous enseigne, l'expérience d'être discrètement mis à l'écart et lentement reconstruit à partir de zéro, nous rappelle que toute vengeance n'a pas besoin d'être bruyante. Parfois, la vengeance la plus efficace est la croissance.
Non pas par dépit, mais par lucidité. Dès l'instant où Vanessa a choisi de prendre le dessus, au lieu de riposter, elle a repris son pouvoir. Et lorsque l'entreprise qui l'avait licenciée est revenue en rampant non pas parce qu'elle lui manquait, mais parce qu'elle souffrait enfin sans elle, où elle a compris la vérité la plus importante, nul besoin de leurs excuses pour avancer. Cette histoire ne concerne pas seulement le monde de l'entreprise. Elle concerne tous les milieux où l'on néglige votre valeur, minimise votre contribution ou vous traite comme un objet jetable. Nous sommes tous confrontés à des situations où quelqu'un d'autre contrôle le récit au travail, en famille, en amitié. Mais il n'est pas toujours nécessaire de leur prouver directement qu'ils ont tort. Parfois, leur prouver qu'ils ont tort signifie devenir discrètement si indéniables, si excellents, qu'ils ne peuvent plus fonctionner sans vous. Et lorsqu'ils s'en rendent compte, vous avez déjà évolué. Dans la culture américaine, on fait souvent l'éloge de la résilience, mais on oublie la discipline nécessaire pour garder le silence, laisser tomber son ego et construire quelque chose de meilleur en silence. Cette histoire nous le rappelle, nul besoin de brûler les ponts. Il faut simplement s'assurer que celui que l'on traverse mène vers un endroit plus fort, plus intelligent et entièrement à soi. Parfois, le pardon est une libération personnelle, mais parfois le silence est le couteau le plus tranchant. Toutes les blessures n'ont pas besoin de mots. Certaines victoires résident dans le simple fait de ne plus avoir besoin de leur approbation. Comment commencer aujourd'hui? Notez un aspect de votre vie où vous vous sentez sous-estimé. Énumérez 3 petites mesures que vous pourriez prendre pour rediriger votre énergie vers quelque chose qui construit, et non qui réagit. Contactez quelqu'un qui croit en vous, non pas pour se plaindre, mais pour collaborer. Coupez le bruit. Concentrez-vous. Faites du silence votre super pouvoir. Envie d'autres histoires comme celle-ci? Laissez un commentaire si vous avez déjà été sous-estimé. Votre témoignage pourrait aider quelqu'un d'autre. Abonnez-vous à la chaîne pour découvrir d'autres leçons marquantes et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui est prêt à retrouver sa valeur.